Si vous étiez sur la piste de l'apprenti secret de Jigsaw et que le moindre faux pas signifierait une mort atroce, que feriez-vous? Jigsaw est peut-être parti, mais les jeux sont loin d'être faits et chacun des joueurs détient un sombre secret qui pourrait leur coûter la vie. Apprendront-ils enfin leur leçon ou paieront-ils le prix ultime? Restez dans les parages, parce que nous allons décortiquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les conséquences de vos actes dans Saw 5. Ces agents se retrouvent dans un jeu du chat et de la souris aux enjeux élevés. Mais qui est le prédateur et qui est la proie? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Quelque part au fond d'un bâtiment abandonné, cet homme se réveille enchaîné à une table de dissection, avec de lourdes attaches autour de ses chevilles, de ses poignets et de son cou. Alors qu'il commence à se débattre et à appeler à l'aide, la marionnette de Jigsaw apparaît à la télé dans un coin de la pièce. Mais ce piège n'est pas comme les précédents. L'homme a été condamné pour meurtre, mais n'a purgé que 5 ans de prison. Pour sauver sa vie, il devra détruire les mains dont il se servait pour prendre celles des autres, en les plaçant volontairement dans les presses situées de part et d'autre de la table. Sinon, il sera coupé en deux par une lame qui se balancera au-dessus de lui. Le chronomètre démarre et après avoir enfin pris son courage à 2 mains, l'homme place ses mains dans les machines et écrase tous les nonos qu'il y a. Il a fait exactement ce que Jigsaw lui a demandé. Mais la lame du pendule ne cesse de s'abaisser de plus en plus près jusqu'à ce qu'elle commence à le couper complètement en deux. Alors qu'il est en train de mourir, il remarque que quelqu'un l'observe à travers une fenêtre, mais il est trop tard. Strahm essaie de se frayer un chemin à coups de pied à travers la porte, mais ça ne sert à rien. Son téléphone ne fonctionne pas non plus, ce qui signifie qu'il n'appellera pas les secours de sitôt. Prenant sa lampe de poche pour mieux voir, il remarque une section particulière du mur soulignée par de la colle phosphorescente. C'est une porte secrète, mais Strahm sait qu'il ne faut rien prendre pour acquis. En regardant attentivement, il remarque un lecteur de cassette accroché de l'autre côté de la porte. Jigsaw félicite l'agent d'avoir enfin retrouvé sa trace. Il se demande toutefois si Strahm pourra s'empêcher de s'enfoncer davantage, malgré son avertissement de ne pas aller plus loin. Strahm décide d'enquêter sur ce que Jigsaw a d'autre à cacher, mais c'est là sa plus grosse erreur. Il finit par arriver à une porte, mais dès qu'il la franchit, il est tout à coup attaqué par un mystérieux personnage portant un masque de cochon qui l'endort avec une injection de sédatif. Quand il se réveille enfin, Strahm se rend compte qu'il a été emmené dans une autre salle de test, la tête enfermée dans une boîte en verre suspendue au plafond. Au-dessus de lui, il voit 2 cruches remplies d'eau et des tuyaux qui descendent dans la boîte, qui menacent de le noyer à moins qu'il ne trouve un moyen de s'échapper. Paniqué, il commence à chercher son arme de poing et d'autres outils. Mais il se rend compte qu'ils ont été placés hors de portée de l'autre côté de la pièce. C'est alors que la boîte commence à se remplir, et l'eau monte rapidement jusqu'à ce que sa tête entière soit submergée. Au dernier moment, Strahm découvre qu'il a encore un stylo dans sa poche. Réfléchissant rapidement, il coince le stylo directement dans sa trachée, ouvrant ainsi une voie respiratoire et lui permettant de respirer jusqu'à ce que les secours arrivent enfin à l'extérieur. Une équipe de policiers est déjà sur place. Hoffman prétend être le seul survivant, mais cela se révèle immédiatement faux quand les ambulanciers sortent cet homme, Strahm, de l'immeuble. Blessé, mais toujours vivant. Il semble que son plan ne se soit pas déroulé aussi parfaitement qu'il le pensait. Hoffman a donc encore un petit détail à régler. Ok, avant d'aller plus loin, récapitulons rapidement ce qui se passe ici. Nous sommes maintenant dans l'atelier de Jigsaw. Ce type, l'agent Strahm, vient de tirer sur ce gars, Jeff, qui vient lui-même de tuer Jigsaw, ce qui a accidentellement déclenché un piège entraînant la mort de la femme de Jeff, Lynn. Un autre type, l'inspecteur Hoffman, qui travaille secrètement pour Jigsaw, vient d'enfermer l'agent Strahm dans une chambre froide. Mais l'agent Strahm ne sait pas que c'était lui. Maintenant, voyons comment il va s'échapper. Ok, question sérieuse. Quand allons-nous apprendre notre leçon ? Ces agents ont suivi Jigsaw pendant des mois étudiant chaque piège, tout en accumulant des montagnes de preuves dans leur tentative de comprendre ses méthodes et éventuellement de le traduire en justice. Mais voilà qu'ils commettent toujours les mêmes erreurs, comme s'il s'agissait de leur premier jour de travail. Il a peut-être survécu, mais je crois qu'on peut dire qu'il s'en est vraiment fallu de peu, surtout quand la solution idéale était claire comme de l'eau de roche dès le début. Agent Strahm, vous avez merdé. Pour être tout à fait juste, je dois rendre à César ce qui appartient à César. Cette trachéotomie d'urgence a été incroyablement violente et elle n'était pas jolie à voir. Mais elle a clairement fait le job et je ne peux pas contester les résultats ici. Cela dit, il y a un problème. Tout le test aurait pu être évité si vous vous étiez arrêté un instant pour écouter l'avertissement de Jigsaw. Les instructions étaient claires. Attendre dans la pièce et être en sécurité, ou creuser davantage dans la couche maléfique de Jigsaw tout seul et risquer une mort atroce.
Mais pourquoi faire confiance à un concepteur de jeux de la mort criminellement fou, n'est-ce pas? Eh bien, les exemples du passé ne manquent pas. Et comme le dit le vieil adage, ceux qui ne tirent pas les leçons de l'histoire sont condamnés à la répéter. Voyons ce qu'il en est. De mémoire, nous avons l'inspecteur Matthews, l'officier Rigg, Amanda, ce pauvre gars Jeff que vous venez juste de tuer, et même l'agent Perez, avec qui, je le rappelle, vous étiez dans la même pièce quand elle a été descendue. Qu'est-ce que toutes ces personnes ont en commun? Deux choses. La plupart du temps, elles n'ont pas écouté Jigsaw et maintenant elles sont mortes ou au minimum horriblement blessées, si on parle de votre ancienne partenaire. Il n'est pas nécessaire d'être le plus grand détective du monde pour commencer à remarquer un schéma. Maintenant, il devrait être clair que si Jigsaw vous avertit de ne pas faire quelque chose, vous avez tout intérêt à l'écouter. Il est clair qu'il savait que vous trouveriez cette cassette, et il était donc pratiquement certain qu'il vous tendrait un piège. Si vous décidez de continuer, et personnellement je ne voudrais pas prendre ce risque, vous avez déjà fait le plus dur en trouvant un moyen de sortir de la pièce. Il aurait donc été judicieux d'utiliser un meuble pour vous assurer que votre voie de sortie ne pouvait pas se refermer, puis de rester assis pendant un moment et d'attendre de voir ce qui allait se passer. Ce serait une chose si vous étiez seul sans aucune chance d'être secouru. Mais heureusement, ce n'était pas le cas ici, même si vous avez peut-être été un des premiers à arriver. Toute la police de la ville était à quelques minutes de là, et elle vous aurait retrouvé sain et sauf si vous étiez resté sur place. Évidemment, vous n'avez pas pu attendre les renforts et vous avez dû aller fouiner tout seul. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas très malin. Vous avez commencé fort, mais aidez-moi à comprendre quelque chose. Quand vous vous êtes frayé un chemin dans le couloir en jetant des coups d'œil prudents à chaque coin, comme si vous essayiez de faire un clutch en 1 vs 5 sur Rainbow Six, pourquoi avez-vous décidé d'être négligent la première fois que vous êtes arrivé devant une porte? Bien sûr, vous avez regardé à droite, mais croyez-le ou non, il y a en fait d'autres directions d'où une attaque surprise pourrait venir, comme la gauche par exemple. Et vous ne vous douteriez jamais que c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez apporté une arme à un combat contre une seringue. Ça aurait dû être facile. Mais vous avez baissé votre garde au pire moment et ça a failli vous coûter la vie. La prochaine fois, gardez la tête sur les épaules et vous ne finirez peut-être pas la tête dans une boîte en verre qui se remplit rapidement d'eau. En parlant de boîte, voici quelque chose que vous auriez pu essayer au lieu de vous trouer immédiatement le cou avec un stylo à billes. Pourquoi ne pas simplement tendre la main et essayer de retirer les tuyaux avant que l'eau ne commence à entrer? Ça peut sembler trop simple pour fonctionner, mais ça aurait certainement valu la peine d'essayer. Et pour aggraver la situation, sachez que c'était un piège auquel vous n'étiez pas censé survivre et que vous n'avez réussi à vous en sortir que par chance, parce qu'ils ont oublié de prendre le stylo. Félicitations, je suppose. Mais à l'avenir, il serait peut-être sage de commencer à prendre de meilleures décisions avant que cette chance ne s'épuise inévitablement. Parce que vous êtes tombé dans un piège qui aurait pu être évité simplement en ne faisant rien du tout, agent Stram, vous avez merdé. Plus tard, l'ex-femme de Jigsaw, Jill Tuck, rencontre un avocat après sa mort. Il s'avère qu'il lui a laissé une mystérieuse cassette VHS en lui demandant de ne l'écouter qu'après sa mort. Sur la cassette, Jigsaw fait ses derniers adieux, en avouant qu'il s'est toujours senti coupable de la perte tragique de leur enfant à naître. Il lui a également laissé une étrange boîte, et il lui dit qu'elle saura quoi faire des objets qu'elle y trouvera. Grâce à une clé qu'elle porte autour du cou, Jill ouvre la boîte, et elle semble profondément affectée par ce qu'elle découvre. Mais elle referme le couvercle avant que quiconque ne puisse en voir le contenu. Pendant ce temps, le chef de la police tient une conférence de presse au cours de laquelle Hoffman est promu capitaine et se voit attribuer par erreur le mérite d'avoir enfin résolu l'affaire Jigsaw. Sur le podium, il prononce un discours sur la valeur de la vie et l'importance de la justice, tout en se tenant à côté d'une table remplie de photographies des officiers tombés au combat et qu'il a aidé à tuer. Vous vous dites peut-être qu'il s'en est tiré, mais il est sur le point de découvrir que quelqu'un connaît son secret. De retour dans son bureau, il trouve une enveloppe glissée sous son clavier, à l'intérieur de laquelle se trouve une carte contenant un message simple mais menaçant. Il lit simplement « Je sais qui tu es » et il pense qu'il s'agit d'un message de Stram. Il se rend au local à pièce à conviction et vole le téléphone portable de l'agent parmi tous les objets mis sous scellé. Au moment où il y est, un autre agent l'informe qu'on a besoin de lui à l'hôpital local où se trouve la coéquipière de Stram, l'agent Perez, qui vient de décéder récemment après être tombé dans un des pièges de Jigsaw. Quand il arrive à la chambre, il trouve Stram à l'intérieur qui l'attend. L'agent est clairement suspicieux, mentionnant que les derniers mots de sa partenaire ont été le nom de Hoffman, et soulignant qu'il a l'air d'aller un peu trop bien pour quelqu'un qui a réussi à survivre par lui-même à un piège de Jigsaw. Furieux, Hoffman lui demande de s'arrêter là, mentionnant que la vérité a déjà été établie. Il est maintenant un héros et l'affaire Jigsaw est close. Mais Stram n'abandonnera pas sans se battre. Peu de temps après, l'agent Erickson, le patron de Stram, lui rend visite pour lui annoncer une autre mauvaise nouvelle. Bien qu'il veuille interroger Jill une nouvelle fois, ils ont décidé de le retirer de l'affaire et de le mettre en arrêt maladie jusqu'à ce qu'il se remette de ses blessures. Jigsaw lui-même est peut-être mort, mais Hoffman a toujours un travail à faire. Il se rend seul dans une pièce cachée où plusieurs écrans sont installés et diffusent des images de sécurité de la prochaine série de tests.
Après avoir déplacé quelques figurines sur une maquette voisine qui représente leur progression, il se tient prêt à observer les victimes qui reprennent peu à peu leurs esprits. Et le prochain jeu commence. Quelque part dans les profondeurs du système d'égout de la ville, 5 parfaits inconnus se réveillent avec des colliers attachés autour du cou, reliés à des câbles qui passent par 2 gigantesques lames de rasoir derrière la tête de chacun d'entre eux. À vrai dire, ils connaissent tous Jigsaw et savent immédiatement qu'ils sont tombés dans un de ses pièges. Même si cette femme leur fait remarquer qu'il est censé être mort, ça ne change rien à leur situation actuelle. Et ils devront décider avec soin quels seront leurs prochains mouvements s'ils veulent survivre. C'est alors qu'une télévision s'allume à l'autre bout de la pièce et Jigsaw explique les règles du jeu. Selon lui, ils sont chacun nés avec des avantages dans la vie, mais ils les ont utilisés de manière égoïste, au détriment des autres. À présent, ils vont devoir travailler ensemble et résister à leurs pulsions égoïstes pour s'en sortir vivants. En phase 2 se trouvent les clés qui les libéreront. Mais dès que l'un d'entre eux fera le premier pas, ça déclenchera un compte à rebours d'1 minute pour tout le monde. Si le minuteur se termine ou si le câble est trop tendu avant qu'il ne puisse s'échapper, ceux qui resteront seront entraînés dans les lames et séparés de leur tête. Après ça, un nouveau minuteur apparaît au mur et indique 15 minutes. Et le prochain jeu commence. Alors qu'ils se demandent ce qu'ils doivent faire, ce gars Charles leur fait remarquer que le minuteur le plus long est en fait relié à 2 bombes à clous. Ils doivent s'emparer des clés avant la fin du compte à rebours, sinon ils seront tous tués. Charles semble également en savoir beaucoup sur la vie privée des autres, mais il ne veut pas encore avouer ce qu'il sait. Bien que certains d'entre eux tentent de la jouer cool, la situation dégénère rapidement en dispute. Quand Malik décide de faire le premier pas en traversant la pièce et en lançant le 2e compte à rebours. Grâce à sa plus grande force, Charles s'avance et perce la vitre avec sa main enveloppée dans sa chemise, ce qui fait de lui le premier à obtenir une clé. Cette femme, Luba, est la suivante, suivie de Brit. Il ne reste plus que Malik et Ashley pour se battre pour leur vie. Ils luttent chacun pour atteindre leur boîte. Mais Malik l'emporte sur elle et arrive le premier. Le chronomètre se termine juste au moment où les 4 survivants détachent leur collier, entraînant brutalement Ashley dans les lames et lui tranchant la tête. Ils sont tous horrifiés. Mais le compte à rebours de la bombe se poursuit et il n'y a pas un instant à perdre. Les survivants suivent Charles et se dirigent vers la pièce suivante. Mais Brit s'arrête pour prendre chacune des 5 clés, juste au cas où elle en aurait besoin plus tard. Ok, ce jeu était absolument horrible. Non seulement ils devaient respecter le temps imparti, mais 4 autres victimes luttaient pour leur survie, ce qui rendait la situation encore plus compliquée. La pression était à son comble, mais il n'y avait pas de temps à perdre si on ne voulait pas finir comme Ashley. Alors quelle était la meilleure approche ? Ils n'avaient aucun moyen de le savoir à ce moment-là, mais plus tard, les survivants vont se rendre compte qu'il y avait en fait une astuce à ce jeu qui aurait pu leur sauver la vie à tous. Mais pour l'instant, ils ne peuvent travailler qu'avec les informations dont ils disposent. Ils savent qu'en s'emparant des clés, ils déclencheront un court délai qui pourrait entraîner la mort de tous ceux qui ne se sont pas libérés. Mais ils n'ont pas non plus toute la journée pour réfléchir à une stratégie. S'ils ne sortent pas de là dans les 15 minutes, ils seront tous tués par les bombes. Le but ultime est donc d'obtenir une clé le plus rapidement possible. Mais il faut être prudent dans son approche. Vous ne devez pas être le premier à faire un geste, parce que le déclenchement du minuteur fera instantanément de vous le trou de cul de tous les autres. Et il y a de fortes chances qu'ils se retournent contre vous par la suite s'ils parviennent eux aussi à survivre. Maintenant, si vous voulez jouer franc jeu, vous pourriez proposer à chacun de passer rapidement un par un au lieu de paniquer et de déclencher un bras de fer. Le seul problème, c'est que ça laisse beaucoup de place au hasard et qu'au lieu de ça, on doit compter sur les autres pour qu'ils agissent pour le bien du groupe dans son ensemble. Avec un temps aussi limité, ça pourrait devenir incroyablement risqué. Et personnellement, je ne serais pas prête à prendre ce risque avec une bande d'inconnus que je viens de rencontrer. Surtout si on sait en premier lieu que ceux qui jouent en équipe ne finissent généralement pas dans les pièges de Jigsaw. En gardant ça à l'esprit, il semble que la meilleure solution soit de faire exactement ce que Charles a fait ici et d'attendre que quelqu'un d'autre fasse le premier pas avant de passer immédiatement en mode bestial. Une fois que le compte à rebours a commencé et que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour obtenir votre clé, à ce moment-là, c'est une question de vie ou de mort. Donc personne ne peut vous reprocher de vouloir assurer votre propre survie. Et la personne qui a commencé prendra le blâme si les autres cherchent quelqu'un à blâmer. En gardant une position large, en maintenant un centre de gravité bas et en avançant au bon moment, vous devriez être capable d'atteindre la clé sans être déséquilibré par les autres, ce qui vous donnera la chance de vivre un jour de plus, indépendamment de ce qui arrive à tous les autres. En dehors de ça, il ne semble pas qu'il y ait grand-chose qu'on aurait pu faire différemment ici, du moins avec les connaissances dont on disposait à ce moment-là. Brit a fait le bon choix en récupérant toutes les clés avant de quitter la pièce. Et aussi horrible que ça puisse paraître, j'envisagerais de fouiller le corps d'Ashley tant que j'y suis, juste pour voir si elle a quelque chose sur elle qui pourrait m'aider à faire face à ce qui nous attend. Et parce qu'elle ne passera manifestement pas à l'épreuve suivante.
Les 4 autres ont survécu à la première épreuve, mais il leur reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant qu'ils ne soient enfin libres. Hoffman tente de contacter Stram pour organiser une rencontre, mais comme Stram a maintenant été mis en congé forcé, on le transfère sur la boîte vocale de l'agent Erickson où il laisse un message expliquant la raison de son appel. Pendant ce temps, Stram se rend à l'improviste à son bureau, à la recherche d'une piste. Il recherche le nom de Hoffman dans la base de données des casiers judiciaires, mais n'obtient aucun résultat. Il n'est pas prêt à abandonner pour autant et commence à consulter la liste de toutes les victimes de Jigsaw, décidant de faire des recherches plus approfondies. L'une d'entre elles a été retrouvée juste avant que Hoffman ne soit sur l'affaire. Un homme du nom de Seth Baxter. Baxter était un meurtrier condamné, et sa victime n'était autre que la propre sœur de Hoffman. Ça donne une idée à Stram, et il suit la piste jusqu'à l'endroit où le corps de Baxter avait été découvert. La salle du piège au pendule, qui à l'origine avait été considérée comme un des tests de Jigsaw. En examinant les photos de la scène de crime, il commence lentement à rassembler les pièces du puzzle. Il s'avère que c'est Hoffman qui a mis en place le piège pour se venger du meurtre de sa sœur, et il l'a fait passer pour un des meurtres de Jigsaw afin de détourner tout soupçon qui aurait pu peser sur lui. Il s'en serait tiré s'il n'y avait pas eu l'intervention de Stram ici. Celui-ci se rapproche effectivement de la vérité, mais il y a encore un match à jouer. De retour dans les égouts, les 4 survivants entrent dans la salle de test suivante, réalisant que fermer la porte déclenchera un autre minuteur. Ils décident de ralentir pendant 1 minute tout en essayant de comprendre exactement comment ils sont tous connectés. Une fois de plus, Charles révèle qu'il possède beaucoup d'informations personnelles sur chacun d'entre eux, ce qui suscite de sérieux soupçons de la part des 3 autres. Luba avoue ici qu'elle travaille dans le département de l'urbanisme et qu'elle a utilisé sa position pour faire passer des permis de construire controversés pour son père fortuné. Britt est responsable dans une société de vente immobilière et Malik admet qu'il n'est qu'un gosse de riche. Il ne reste plus que Charles, qui révèle enfin qu'il est journaliste pour un journal à sensation, ce qui explique qu'il semble en savoir autant sur chacun d'entre eux. Ils sont tellement occupés à déballer les dossiers des uns et des autres qu'ils en oublient presque le minuteur de la bombe à clous dans l'autre pièce. Charles ferme la porte au dernier moment, les protégeant ainsi de l'explosion, mais déclenchant également le test suivant. Par le biais d'une vidéo enregistrée, Jigsaw explique qu'ils doivent se mettre à l'abri dans un des 4 conduits verrouillés avant que les prochaines bombes n'explosent. Les clés sont cachées dans des pots en verre suspendus au plafond, mais seules 3 d'entre elles permettront d'ouvrir les conduits, ce qui signifie qu'une des victimes devra être laissée à l'extérieur et mourra. Maintenant qu'ils ont reçu leurs instructions, le compte à rebours commence. Et il ne leur reste qu'1 minute pour se réfugier. Au lieu de s'occuper des pots, Charles frappe Malik, le fait tomber par terre et lui fait comprendre qu'il fera tout ce qu'il faut pour survivre. Alors qu'il ouvre chaque récipient, les autres commencent à fouiller dans ceux qui restent. Britt et Luba trouvent chacune une clé qui leur permet de se mettre à l'abri. Malik en trouve une également, mais Charles lui marche sur le bras, prêt à la lui voler et à le laisser mourir. Tout à coup, Luba lui assène un coup de planche dans le dos, mettant Charles à terre et offrant à Malik une chance de s'échapper, alors qu'il ne reste que quelques secondes. Les 3 se mettent en sécurité dans les abris juste au moment où les bombes explosent, et elles réduisent Charles en milliers de miettes qui volent de partout. Ok, ce test vient de donner à l'expression tourner autour du pot une toute nouvelle signification. Charles pensait pouvoir gagner en étant le plus impitoyable, mais sa fureur aveugle a fini par être exactement ce qui l'a tué. Bien qu'il n'y ait que 3 clés, il y avait en fait un truc qui leur aurait permis à tous de survivre comme lors du dernier jeu. Et pour celui-ci, c'était tellement évident qu'ils auraient pu le découvrir à l'avance si seulement ils avaient abordé la situation de manière plus rationnelle. Maintenant, savoir ce qui les relie tous peut être important plus tard, mais ce qui est bien plus crucial pour le moment, c'est de comprendre comment ils vont survivre à cette pièce. Au lieu de perdre du temps à se pointer du doigt et à essayer de décider qui est le plus grand trou de balle du groupe, ce qu'ils doivent faire ici, c'est observer attentivement leur environnement aussi longtemps qu'ils ont le luxe de le faire. Parce que le minuteur n'est pas encore activé. L'essentiel est d'éviter de déclencher le prochain minuteur avant d'en avoir absolument besoin. Ils ont fini par le faire par accident, mais garder la porte d'entrée ouverte jusqu'à la dernière seconde possible était une bonne idée, parce que ça leur a donné plus de temps pour regarder autour d'eux. Quand ils ont quitté la pièce précédente, il restait plus de 12 minutes au compteur, ce qui signifie que s'ils avaient utilisé ce temps à bon escient au lieu de se chamailler, ils auraient pu comprendre ce qui se passait dans ce test avant d'être réellement en danger. Il n'y a pas grand-chose à faire dans cette pièce, ce qui permet de réduire rapidement les possibilités. Tout ce qui leur est présenté, ce sont les canalisations verrouillées, les bocaux de verre suspendus au plafond et les bombes à clous reliées à la minuterie. Il n'aurait pas été très difficile d'un point de vue logique d'arriver à la conclusion qu'ils allaient avoir besoin de ce qui se trouvait dans ces bocaux. L'étape suivante consiste évidemment à commencer à les casser. Et une fois qu'ils ont réalisé qu'il y avait des clés à l'intérieur, ils auraient pu travailler ensemble pour trouver celles qui correspondaient aux serrures. En se mettant en binôme, 2 personnes cassant les bocaux et les 2 autres vérifiant rapidement les clés, ils auraient pu trouver rapidement les bonnes et pu se mettre à l'abri. Probablement avant même que le chronomètre de cette pièce ne commence et qu'ils ne soient réellement en danger. Jigsaw a peut-être dit que seuls 3 des tuyaux pouvaient être ouverts, mais en les regardant simplement, il est clair que 2 personnes pourraient facilement entrer dans l'un d'eux. Même les 4 auraient pu se serrer dans un des tuyaux s'ils étaient prêts à se rapprocher et à se coller pendant un moment. Et en plus,
plus, vu que l'alternative est la mort avec une bombe à clous, je vois pas pourquoi quelqu'un hésiterait à partager l'espace puisqu'ils n'avaient qu'une minute. Quand le chronomètre a démarré, ils auraient dû travailler ensemble pour trouver autant de clés que possible. Et quand l'heure de l'explosion a sonné, ils auraient dû s'entasser dans autant de tuyaux qu'ils avaient réussi à déverrouiller. Après tout, il est toujours préférable de garder autant de personnes en vie que possible. Parce qu'on ne sait jamais quand un bon bouclier de viande pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Plus tard, ils se rendront compte que le partage et le fait de se soucier de l'autre était exactement le message que Jigsaw essayait de leur faire passer. Mais pour l'instant, il semble qu'il ne reste plus que 3 survivants. Et nous allons devoir attendre pour voir s'ils pourront s'en sortir, quoi qu'il arrive ensuite. Nous voyons maintenant comment l'inspecteur Hoffman a fini par travailler pour Jigsaw. Après avoir entendu parler du meurtre de son imitateur, Jigsaw a tendu une embuscade à Hoffman dans l'ascenseur de son appartement, l'endormant et le ramenant inconscient dans son atelier. Là, Hoffman s'est réveillé attaché à une chaise avec un fusil à double canon pointé sur son cou, réalisant rapidement qu'il serait tué s'il essayait de s'échapper. En mettant son doigt sur la détente, Jigsaw l'a pressé et a révélé que la chambre était vide en fait, avant de libérer Hoffman et de lui offrir une chance de rédemption. Utilisant la connaissance de ce qu'il avait fait, il a fait chanter Hoffman pour qu'il devienne son apprenti, ou au lieu de ça, qu'il soit condamné à la prison à vie pour ses crimes. Réalisant qu'il n'avait pas d'autre choix, Hoffman a accepté à contre-cœur. De retour dans le présent, l'agent Erickson décide de rappeler l'agent Hoffman. Pendant leur conversation, Hoffman explique que Strahm travaillait sur une théorie selon laquelle Jigsaw avait un second complice, et qu'il s'agissait peut-être de quelqu'un qui travaillait au sein du département. Erickson répond qu'il n'était pas au courant, mais il dit à Hoffman de le rappeler dans la matinée, et il décide de faire quelques recherches lui-même. Poursuivant ses recherches, Strahm se rend sur une autre scène de crime où un homme nommé Paul avait été forcé de ramper à travers plusieurs cages faites de fils de barbelés, ce qui avait entraîné sa mort. C'était un des tout premiers jeux que Hoffman a aidé à mettre en place avec Jigsaw, et il l'avait fait assister à la mise à l'épreuve de l'homme. Plus tard, il avait fourni des dossiers confidentiels de la police pour aider à organiser le jeu de la maison abandonnée, où plusieurs victimes ont été testées en même temps, y compris la deuxième apprentie de Jigsaw, Amanda Young. Hoffman trouvait que ses plans laissaient trop de place à la chance, mais Jigsaw n'était pas d'accord, et il affirmait qu'il pouvait anticiper le déroulement des jeux en comprenant simplement l'esprit des victimes. Les 3 autres survivants pénètrent dans la salle de l'épreuve suivante, où ils trouvent une baignoire à l'apparence anodine remplie d'eau sale et d'autres bombes à clous reliées à une minuterie de 15 minutes. Alors qu'ils prennent un moment pour souffler, ils discutent de ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Malik finit par admettre qu'il a provoqué un accident qui a entraîné la mort de plusieurs personnes. Mais il pensait que personne d'autre n'était au courant jusqu'à maintenant. Les 2 autres étaient chacune impliquées dans des affaires louches. Luba acceptait des pots de vin pour faire passer des permis. Et Britt avait recours à des stratégies malhonnêtes pour faire disparaître de vieux bâtiments en vue de faire de la place à de nouveaux projets. Malik, agacé, pense qu'il y a plus de liens entre eux qu'il ne le pense. Mais les discussions ne les rapprochent pas de la sécurité, parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Britt ferme la porte de la pièce et le prochain jeu commence. À travers l'écran de télévision, Jigsaw explique que le prochain jeu est destiné à les rapprocher. La porte de sortie de la pièce est verrouillée par 5 circuits électriques, qu'ils devront fermer en trouvant quelque chose pour les connecter à travers l'eau de la baignoire. Dans 3 minutes, les serrures scelleront la porte pour toujours, les laissant piégés à l'intérieur, à moins qu'ils ne parviennent à résoudre l'énigme avant la fin du temps imparti. Le compte à rebours commence et Malik se rend immédiatement compte que les câbles ne peuvent pas atteindre l'eau elle-même. C'est alors que Luba lui ordonne d'entrer dans la baignoire, prévoyant d'utiliser son corps pour connecter le circuit, ce qui leur permettrait à Britt et à elle de s'échapper. Mais ça le tuerait inévitablement dans le processus. Malik refuse, bien sûr, mais Luba ne se laisse pas faire et le frappe avec un bâton en bois, le forçant à entrer dans l'eau. Il semble que tout soit fini pour le fils à papa. Mais tout à coup, Britt prend la décision de trahir sa collègue. Elle attrape discrètement une des électrodes et poignarde Luba dans la nuque alors qu'elle a le dos tourné. La jeune femme s'effondre sur le sol en serrant sa blessure, morte. Malik ne sait pas s'il doit être horrifié ou reconnaissant. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Ils saisissent le corps de Luba, le placent dans l'eau du bain et commencent à brancher soigneusement tous les fils un par un. Alors qu'il ne reste que quelques secondes, Malik complète le circuit en enfonçant un dernier câble à l'arrière de sa tête. La porte de la pièce suivante s'ouvre et les 2 survivants restants se précipitent à l'extérieur alors que le corps de la femme convulse sous l'effet de l'électricité et que de la fumée commence à envahir la pièce. Ok, c'est une fin électrisante. Même si c'était un combat acharné, Britt a pris la bonne décision en éliminant Luba, parce qu'elle leur aurait fait la même chose si elle en avait eu l'occasion. Le fait est qu'il y avait un moyen de terminer ce défi sans que personne ne meure comme ça, s'ils avaient fait preuve d'un peu plus de réflexion. Vous savez probablement déjà que l'électricité et l'eau peuvent être une combinaison dangereuse. Mais que se passerait-il si vous deviez trouver un moyen de les utiliser pour vous échapper d'un jeu de la mort? Ces 3 survivants sont piégés avec une seule issue, et pour ouvrir la porte, ils devront compléter le circuit électrique.
Le problème, c'est que les fils n'atteindront pas l'eau sans un corps pour les relier. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. Dans les scénarios de survie, les experts savent que l'utilisation d'un vêtement comme un t-shirt est un moyen facile de transporter de l'eau d'un endroit à l'autre. Il suffit d'immerger le t-shirt et d'attendre que le tissu en absorbe le plus possible, puis de l'essorer à l'endroit où on veut qu'il y ait de l'eau. En utilisant cette méthode, ils auraient pu faire le tour de la pièce en reliant chacune des électrodes, ce qui aurait permis d'ouvrir les portes sans avoir à sacrifier l'une des leurs. Malheureusement, nos survivants ont pris une décision différente, ne laissant que 2 survivants pour le prochain défi. Maintenant, c'est pas l'eau en elle-même qui est la cause du danger. Croyez-le ou non, l'eau pure est en fait un isolant électrique, ce qui signifie qu'elle ne conduit pas l'électricité. Ce sont les ions présents dans l'eau, qui proviennent de sources telles que le sel dissous, qui créent un chemin électrique. Cela étant dit, un simple coup d'œil à l'eau du bain vous indique qu'elle est loin d'être pure. Par conséquent, grimper à l'intérieur tout en se tenant au fil sous tension sera une sentence de mort immédiate pour quiconque aura été assez stupide pour tenter l'expérience. Bien sûr, un cadavre ne peut pas se défendre, alors tuer Luba et l'utiliser pour fermer le circuit était certainement un moyen d'arriver à ses fins. Mais comme je l'ai déjà dit, il vaut mieux garder les autres en vie si on le peut, parce qu'on ne sait jamais quand on aura besoin d'un bouclier de viande rapidement. Quand le compte à rebours a démarré, ils ont eu 3 minutes pour établir la connexion. C'est un délai court, mais s'ils avaient agi rapidement, ils auraient eu le temps de mettre leur plan à exécution. Dès qu'ils ont su ce qu'ils devaient faire, chacun d'entre eux aurait dû utiliser un vêtement avec lequel ils pouvaient absorber autant d'eau que possible avant de faire un cercle autour de la baignoire en essorant l'eau sur le sol. Ils devront être prudents parce que laisser tomber l'eau directement sur les fils sous tension pourrait les électrocuter. La meilleure solution était donc de tracer d'abord le chemin puis de placer soigneusement chaque source d'électricité sur la ligne pour fermer le circuit. Ça aurait ouvert la porte en les gardant tous les 3 en vie. Avec Luba en moins, ça ne laisse que Britt et Malik debout. Mais ils sont sur le point de découvrir que leur prochaine épreuve sera la plus horrible de toutes. De retour au FBI, Jill se présente et demande à rencontrer l'agent Erickson. Malgré le fait que Jigsaw soit mort, elle pense qu'elle est toujours suivie par l'agent Stram, bien qu'elle ne sache pas exactement pourquoi. Pendant ce temps, Stram retourne dans la pièce où Jigsaw a été tué, à la recherche de tout lien avec Hoffman qu'il pourrait trouver. Il s'avère que lorsque Jigsaw était sur son lit de mort, il a ordonné à Hoffman de trouver chacune des 5 victimes qui sont actuellement testées, et lui a promis que tout finirait par devenir clair. En rassemblant les pièces du puzzle, Stram comprend enfin avec certitude que personne d'autre que Hoffman n'était censé survivre au piège de l'entrepôt de Jigsaw, ce qui faisait de lui le héros et éliminait tous ceux qui auraient pu s'approcher de trop près de la vérité. Furieux, il se lance dans une mission de vengeance. Alors qu'il observe la scène depuis une voiture garée, Hoffman utilise le téléphone portable de Stram pour appeler l'agent Erickson, mais il raccroche rapidement. Confus, Erickson le rappelle immédiatement. Mais Hoffman ignore l'appel et éteint le téléphone. Devenu méfiant, Erickson demande à son assistante d'essayer de localiser le téléphone de Stram. Mais elle ne parvient pas à capter de signal pour l'instant. À ce moment-là, Hoffman retourne dans la salle de contrôle secrète et y rallume le téléphone, sachant que l'agent Erickson le suivra jusque-là, et prévoyant de faire porter le chapeau à Stram. Dans les égouts, les 2 derniers survivants se feraient un chemin jusqu'à la dernière salle. Au centre de la pièce se trouve un appareil imposant avec 5 tubes contenant des lames de scie circulaires. En dessous, il y a un seul bécher avec un flotteur à l'intérieur, qui est relié au mécanisme de la porte de sortie. Horrifié, Britt se rend compte qu'ils sont censés mettre volontairement leurs bras dans la machine, remplissant le bécher de leur propre sang pour s'échapper. Alors qu'elle s'apprête à fermer la porte et à démarrer le jeu, Malik remarque que cette sortie est munie d'une serrure, et il dit à Britt d'essayer ses clés avant toute autre chose. C'est alors qu'elle découvre la terrible vérité. Chacune des 5 clés est exactement la même, ce qui signifie que depuis le tout début, il était possible pour chacun d'entre eux de survivre à tous les défis s'ils avaient travaillé ensemble au lieu d'agir de manière égoïste. Du coup, les 5 auraient pu donner une petite quantité de sang pour ouvrir la dernière porte. Maintenant, ils ne sont plus que 2 et n'ont plus qu'un seul moyen de s'échapper. Alors que la pièce se referme, un message de Jigsaw commence à expliquer ce qu'ils ont déjà compris. Pour ouvrir la porte, ils devront remplir le bécher avec 5 litres de sang, ce qui correspond à peu près à la quantité de sang d'une personne moyenne. Le corps peut survivre avec seulement 2,5 litres, mais la mort est certaine s'il en perd davantage. Ce qui ne laisse que 2 options. Soit une personne donne tout son sang et meurt pour que l'autre puisse s'échapper, soit ils travaillent ensemble en donnant chacun 2,5 litres de sang pour ouvrir la porte. Mais ils risquent de mourir tous les 2. Le compte à rebours commence alors, leur laissant 15 minutes pour faire leur choix. Maintenant qu'ils sont arrivés au terme de leur parcours, Malik décide qu'il est enfin temps de dire la vérité. La vérité, c'est qu'il connaissait Charles, parce que l'homme écrivait un article sur lui. Il y a quelque temps, on lui a offert une grande quantité de substances illicites pour qu'il mette le feu à un bâtiment abandonné. Le seul problème, c'est que le bâtiment n'était pas vraiment abandonné.
L'incendie qu'il a déclenché a entraîné la mort de 8 personnes innocentes. Mais son père, très puissant, a passé un accord avec les enquêteurs pour que son implication soit balayée sous le tapis. Grâce à ses aveux, Britt comprend enfin que tout est lié. La première victime était l'inspectrice des incendies qui a contribué à étouffer l'affaire. Luba a accepté le pot de vin pour signer les permis de construire. Charles a accepté un marché pour dissimuler l'affaire. Malik a mis le feu et Britt était celle qui avait organisé toute la machination. Furieux, Malik crie qu'ils méritent tous les deux cette punition. Mais qu'ils soient prêts à accepter le blâme ou non, ça ne change rien au fait qu'il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir. Ok, c'est vraiment n'importe quoi. Ils ont réussi à atteindre l'épreuve finale, ce qui signifie que la liberté n'est plus qu'à une seule porte. Mais ils viennent de se heurter à un problème. Ils ont pris les mauvaises décisions à chacune des épreuves, ce qui fait qu'il ne reste que 2 survivants, alors que les 5 étaient censés aller jusqu'au bout. Maintenant, ils doivent choisir entre travailler ensemble ou se battre jusqu'à la mort et utiliser le perdant pour ouvrir la porte. La situation est désespérée. Mais il existe une 3e option qui pourrait leur permettre de s'en sortir indemne, et elle se trouve dans la pièce d'où ils viennent. En observant l'appareil qui se trouve devant eux, Britt a réussi à comprendre exactement ce qu'ils devaient faire avant même que le test ne commence officiellement. Comme la porte de la pièce précédente était encore ouverte à ce moment-là, ils auraient pu faire demi-tour et détacher les électrodes du corps de Luba. Il aurait alors suffi d'introduire son bras dans la machine et de remplir le bécher avec son sang pour pouvoir ouvrir la dernière porte. Après tout, elle est déjà morte, alors je suis sûre qu'à ce stade, Luba ne serait pas contre l'idée de nous aider une dernière fois. Si pour une raison ou une autre ce n'était pas possible, alors la dure vérité, c'est que je n'accepterai jamais de mettre mon bras dans cette machine. Avec une blessure aussi grave, une personne peut se vider de son sang en 2 minutes si elle ne reçoit pas de soins médicaux immédiats. Et c'est pas comme si Jigsaw avait placé des ambulanciers prêts à intervenir sur les lieux. Donc si j'avais le choix entre la mort de l'un d'entre nous et la survie de l'autre, ou la collaboration des deux avec la souffrance inimaginable et la possibilité de mourir en plus, je choisirais de sacrifier l'autre personne. Dans la pièce, il y a plusieurs objets comme de la corde et des morceaux de métal qui pourraient servir d'armes improvisées. Et en agissant en premier et en utilisant l'élément de surprise, il pourrait être possible d'assassiner l'autre personne sans trop se battre. Est-ce que ça signifierait que je n'aurais pas appris ma leçon et est-ce que ça ferait de moi une meurtrière aux yeux de Jigsaw ? Peut-être. Mais il est mort. Alors je préfère tenter ma chance au lieu de me mettre volontairement à l'article de la mort, juste pour qu'un autre dégénéré survive aussi. 5 litres de sang les séparent de la liberté. Et nous verrons bien si l'un d'entre eux s'en sortira vivant. Après s'être attaché les bras pour contrôler l'hémorragie, les 2 survivants rassemblent leur courage et enfoncent leurs mains dans la machine. Ils résistent à la douleur et enfoncent leurs mains de plus en plus profondément dans la lame. Et le bécher se remplit lentement de leur sang. La porte s'ouvre enfin, mais Malik s'évanouit sous le choc. Son bras gauche a été complètement scié en 2. Britt ne va pas beaucoup mieux, mais elle sort en titubant par la porte et entre dans la salle de contrôle avec les dernières forces dont elle dispose. Elle y est retrouvée par l'agent Erickson qui vient d'arriver après avoir localisé le téléphone de Stram. Bien qu'ils soient tous les deux aux portes de la mort, il parvient à appeler les secours juste à temps pour leur sauver la vie. Ils ont tous les deux survécu, mais les jeux ne sont pas encore faits. Sur la base des preuves apportées, Erickson détermine que Stram doit être le tueur et il ordonne son arrestation. Pendant ce temps, Stram suit Hoffman à travers la ville jusqu'à ce qu'ils arrivent à la maison où Jigsaw a installé son piège à gaz neurotoxique. En le suivant à l'intérieur, il découvre une trappe secrète menant au sous-sol et il descend dans les tunnels de service. Après s'être prudemment frayé un chemin de pièce en pièce, il arrive finalement dans une pièce où il trouve une grande boîte en plexiglas contenant un lecteur de cassette et une couche de tesson de verre au fond. Au lieu de Jigsaw, cette fois c'est Hoffman qui est sur l'enregistrement et qui lui demande s'il a enfin compris la leçon. Il explique que la seule façon pour Stram de survivre est de se fier à ce qu'il dit et d'entrer dans la boîte. Ok, ça y est, c'est le grand final. Le moment où Stram prouve enfin qu'il a appris sa leçon. Mais est-ce vraiment le cas ? Ça ressemble vraiment à un piège. Mais après tout ce qu'il a vécu, si j'étais à la place de Stram, mon instinct me pousserait à entrer dans cette foutue boîte et à obéir pour une fois. Ce qui complique les choses, c'est que cette fois-ci, c'est Hoffman et non Jigsaw qui parle sur la cassette. Ce qui signifie qu'il y a une chance que les règles aient changé. Donc nous ne pouvons pas vraiment faire confiance à la boîte. Mais qu'est-ce que ça nous laisse ? Eh bien, il y a en fait une autre option, et elle est étonnamment simple. Il suffit de faire demi-tour et de sortir de la pièce. Parce qu'à ce stade, la porte est encore grande ouverte. Ça signifierait probablement une fusillade avec Hoffman. Mais personnellement, je préfère tenter ma chance dans un échange de coups de feu à la loyale plutôt que dans un piège de Jigsaw. Une fois de plus, la solution qui sauverait la vie de Stram est juste devant lui. Mais il est sur le point de prendre une décision qui va tout lui coûter. Quand il entend un bruit derrière lui, Stram éteint la cassette et se cache rapidement à l'abri des regards. C'est Hoffman. Et alors que l'homme est distrait par le lecteur de cassette, Stram s'approche de lui par derrière, son pistolet pointé sur l'arrière de sa tête. Voyant son reflet dans la vitre,
Hoffman se retourne rapidement et repousse l'arme au moment où Stram appuie sur la détente. Les deux hommes s'affrontent au corps à corps, échangeant plusieurs coups vicieux, mais Stram finit par le battre, le projetant dans la boîte et claquant la porte. À ce moment-là, la serrure électronique s'active et enferme Hoffman à l'intérieur. Il n'est pas le seul à être pris au piège, parce qu'au même moment, la porte de la salle se referme d'elle-même, emprisonnant Stram à l'intérieur de celle-ci. Il cherche désespérément à s'échapper et tente de trouver un autre moyen de sortir. Mais il est trop tard. Tout à coup, les murs de la pièce commencent à s'avancer vers lui, alors que la boîte contenant Hoffman descend en toute sécurité dans le sol. Stram tente en vain d'arrêter les murs qui continuent de se rapprocher, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques mètres. Il réfléchit rapidement et utilise ce qu'il lui reste de force pour escalader les murs. Et il commence à donner des coups de pied dans une ultime tentative pour se libérer par une grille de fer au plafond. C'est une bonne idée, mais la grille ne bouge pas. Et Stram est écrasé comme une crêpe sous le regard triomphant d'Hoffman qui regarde la scène d'en bas. Ok, je commence à m'embrouiller. Pourquoi ont-ils choisi deux acteurs blancs et qui ont l'air presque identiques ? Stram, Hoffman, qui fait quoi? Qui est qui? Que pensez-vous qu'il se soit passé? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!